Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler chimie, et plus précisément de la chimie d'un élément absolument essentiel, l'azote. Il est partout autour de nous, et pourtant, c'est un vrai casse-tête pour l'agriculture. En fait, comprendre sa chimie, c'est un peu comprendre comment on arrive à nourrir la planète. C'est parti. Alors, on attaque tout de suite avec une question qui peut paraître un peu folle. L'air qu'on respire, c'est 78% d'azote. C'est énorme. Et pourtant, les plantes crèvent de faim. Elles en manquent cruellement. C'est un peu le supplice de Tantale, être au milieu de l'océan et mourir de soif. Comment c'est possible? Eh bien, la réponse se cache, encore une fois, dans sa chimie. Voilà la réponse. L'azote qui flotte dans l'air, c'est du N2, du diazote. Imaginez deux atomes d'azote qui se tiennent la main, mais avec 3 mains chacun. C'est ce qu'on appelle une triple liaison, et c'est incroyablement solide. Pour casser ça, il faut une énergie de dingue. Et les plantes, eh bien, elles n'ont tout simplement pas les outils pour le faire. L'azote est là, juste sous leur nez, si on peut dire, mais il est comme enfermé dans un coffre-fort. Bon, d'accord, si les plantes ne peuvent pas piocher dans l'immense réservoir de l'atmosphère, comment font-elles? Où trouvent-elles leur azote? La solution, en fait, elle est sous nos pieds, dans le sol. C'est là que l'azote se présente sous des formes, disons, plus digestes. Voyons un peu ce qu'il y a au menu. Voilà les deux plats principaux, le nitrate et l'ammonium. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'ils n'ont pas du tout le même comportement dans le sol. C'est une histoire de charge électrique, un peu comme des aimants. Le sol, l'argile plus précisément, a une charge négative. Le nitrate, lui aussi, il est négatif. Et deux pôles négatifs, ça se repousse. Résultat, le nitrate se balade, il est très mobile. Un peu trop même. Un bon coup de pluie et hop, il est emporté plus profond, loin des racines. C'est ce qu'on appelle la lixiviation. L'ammonium, par contre, c'est tout l'inverse. Il a une charge positive. Positif et négatif, ça s'attire. Du coup, il s'accroche au sol, il est beaucoup moins mobile et il reste à disposition de la plante plus longtemps. Ok, donc la plante absorbe le nitrate. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En fait, le plus dur commence. Parce que le nitrate, en soi, elle ne peut pas l'utiliser directement pour fabriquer ses protéines. Elle doit le transformer. C'est toute une usine chimique à l'intérieur de la plante. Elle va d'abord le transformer en nitrite, puis ce nitrite en ammonium. Et c'est seulement cet ammonium qu'elle peut enfin utiliser. Tout ce processus, ça lui coûte une énergie folle. C'est un vrai marathon métabolique pour la plante. Et puis, bien sûr, il y a la star des engrais, l'urée. On la trouve partout. Mais attention, c'est un peu un plat en kit. La plante ne peut pas l'assimiler telle qu'elle. Il faut d'abord qu'elle soit déballée dans le sol. Ce travail est fait par une petite enzyme, l'uréase, qui va la transformer en ammonium. Ce n'est qu'après cette étape que la plante peut s'en servir. Et cette transformation, elle n'est pas instantanée. Ça dépend beaucoup de la température, de l'humidité du sol. Face à ce besoin crucial d'azote comestible pour les plantes, on a assisté à une véritable révolution. C'est là que l'être humain entre en scène et décide de prendre les choses en main. On va passer de ce qui est disponible naturellement à une production de masse. C'est une des plus grandes révolutions industrielles de notre histoire et elle a tout changé. Et pour bien se rendre compte de l'échelle, regardez ce chiffre, 82%. Ça veut dire que plus de 4/5 de tout l'ammoniac qu'on fabrique sur la planète part directement dans la production d'engrais. C'est juste gigantesque. Ça donne une idée de notre dépendance à cette chimie industrielle pour nourrir le monde. Cette frise chronologique, elle est vraiment parlante. Regardez, à la fin du 19e siècle, on utilisait des sources naturelles. Du guano, oui, des fientes d'oiseaux venus du Pérou, ou du nitrate du Chili. Puis dans les années 20, l'ammoniac de synthèse fait son apparition, mais c'est encore timide. Et là, regardez après 1940, c'est l'explosion. La production industrielle décolle complètement, et en 1980, elle écrase tout le reste. On a littéralement changé d'échelle, c'est un basculement historique. Alors, la question qui se pose pour un agriculteur, c'est concrètement, qu'est-ce que je choisis? Ammonitrate, urée, est-ce qu'il y en a une forme qui est objectivement meilleure que l'autre? Est-ce que le choix de la molécule va vraiment changer le rendement à la fin? Eh bien, regardons ce que disent les essais. Voici une étude d'Arvalis sur le blé. On a 3 barres qui représentent le rendement. La première avec de l'ammonitrate, la deuxième avec de l'urée classique, et la troisième avec de l'urée spéciale, qui contient un inhibiteur pour que l'azote se libère plus lentement. Et le résultat? Regarde bien, les barres sont quasiment à la même hauteur. En clair, le rendement final est le même. Il n'y a pas de différence significative. Et cette phrase, elle résume tout. Ce qui compte, ce n'est pas tant la molécule de départ, mais comment elle est utilisée. Dès lors que l'engrais est bien positionné, ça veut tout dire. Apporter la bonne dose, au bon moment, dans les bonnes conditions météo, au bon endroit près de la racine, c'est ça le vrai secret de l'efficacité. C'est plus une question de pratique agricole que de pure chimie finalement. Maintenant, il faut prendre un peu de recul. On a vu comment ça marche, mais cette production massive d'azote, quel est son impact global? Parce que oui, ça a permis de nourrir des milliards de gens, c'est indéniable. Mais cette dépendance a un prix et des conséquences bien réelles. Si on regarde qui produit ces engrais, on voit tout de suite quelque chose. La production est extrêmement concentrée. La Chine, l'Inde, les États-Unis, à eux trois, ils font une énorme partie du job. Et ça, bien sûr, ça a des implications. Ça crée des dépendances, ça rend le marché mondial des engrais très sensible à la géopolitique et aux décisions de quelques pays seulement. On peut résumer les gros problèmes liés à l'azote en 3 grands défis. D'abord, un défi de sécurité. Le nitrate d'ammonium, c'est un composant d'engrais, mais c'est aussi un explosif très puissant. On a tous en tête les catastrophes de Toulouse ou de Beyrouth, c'est un vrai risque.
Ensuite, un défi économique. Pour faire de l'ammoniac, il faut énormément d'énergie et surtout de gaz naturel. Donc quand le prix du gaz flambe, le prix des engrais explose. C'est direct. Et enfin, le défi écologique. Tout l'azote qu'on met dans les champs n'est pas absorbé par les plantes. Le surplus, surtout les nitrates, file dans les nappes phréatiques, dans les rivières et provoque une pollution massive. Et on termine avec la question à 1 million de dollars. On est face à un paradoxe immense. D'un côté, cette chimie de l'azote est ce qui nous permet de produire assez pour nourrir la population mondiale. On ne peut pas s'en passer du jour au lendemain. Mais de l'autre, elle engendre des risques énormes pour notre sécurité, notre économie et pour la planète. La vraie question, c'est donc comment fait-on ? Comment trouver le juste équilibre pour continuer à nourrir le monde mais sans le détruire ? La réponse n'est pas simple et elle est encore à inventer. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi. C'est super important pour nous et pour toi, ça prend 1 seconde. Si tu veux qu'on aborde un sujet en particulier, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Active la cloche si tu veux être notifié lors de la sortie d'une nouvelle vidéo. À demain pour un nouveau sujet.